Je signe demain chez MT pour je suis sûr de pouvoir. Attends, je suis sûr de pouvoir. Je ne vois pas toute la question. Excusez-moi, hein, je ne suis pas un pro. Tac. Du live Instagram. Guillaume, j'arrive pas à voir ta question en fait en entier. Bon, j'essaierai de la revoir après parce que là j'ai pas forcément vu. Tu pourras faire une alternance si ton dossier te le permet, mais normalement pas de souci. Alors donc du coup je continue et j'essaierai de vous répondre au fur et à mesure. Donc du coup j'ai intégré l'école en 2012, au sein du programme Grande École. Ok, donc Florie va s'occuper des questions-réponses. Ok, en même temps, Florie qui travaille à l'école, qui travaille à la communication. Donc ouais, du coup j'ai intégré l'école en 2012 au sein du PGE. Donc parce que à l'école il y a deux programmes, il y a le programme bachelor. Enfin, il y a plusieurs programmes, mais principalement, il y a le programme Bachelor qui est un programme post-bac et le programme PGE, donc programme Grande École qu'on peut intégrer en post-bac plus 2 ou en post-bac plus 3 avec les concours passerelles. Donc moi, je l'ai intégré en post-bac plus 2 après le DUT. Donc du coup, première année 2012. De manière générale, hein, pour essayer de vous expliquer, la première année, la deuxième année, c'est du parcours d'école de commerce classique avec des cours assez génériques sur les fondamentaux du management, les fondamentaux de la finance, du marketing, de la comptabilité, etc., etc. Des choses qu'on peut peut-être déjà avoir vues quand on a fait des filières comme la mienne, c'est-à-dire un IUT, un DUT technique de commercialisation, un DUT GEA, un BTS NRC, ou alors une licence éco-gestion. Des choses qui sont peut-être un peu plus... Enfin, c'est un peu en adéquation avec ce qu'on a déjà pu faire en bac plus 1 et bac plus 2. Pour les personnes qui sont qui viennent d'autres filières, qui sont une force, hein, une vraie force pour le concours passerelle, puisque l'idée du concours passerelle, c'est de laisser la possibilité à n'importe quelle personne qui a un bac plus 2 de faire une école de commerce. Donc il y avait des personnes qui peuvent sortir d'une licence de physique, d'une licence d'anglais ou autre. Ils vont peut-être avoir un peu plus de difficultés à pouvoir se mettre dans le bain au départ, mais l'idée c'est vraiment de repartir sur des fondamentaux en première année du management. Donc voilà, moi j'ai fait ma première année à l'école comme ceci. À la fin de l'année, j'étais admisseur parce qu'il faut faire un stage en fin de première année. Donc admisseur, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont là pour vous accueillir au sein de l'école pour pouvoir pour préparer vos concours. Donc là, si vous étiez, s'il n'y avait pas le Covid, vous serez à l'école pour préparer votre oral d'ici à quelques semaines, je pense. Et donc ce aurait été les personnes qui seraient là pour organiser, pour vous accompagner lors de vos oraux et pour vous appuyer sur ce que c'est que l'école et quelles sont les qualités et les défauts de l'école. Donc voilà. Ensuite, je suis rentré naturellement donc, en deuxième année. En deuxième année, pareil, on va dans la continuité de la première année, mais on peut choisir des électifs. Donc, on peut choisir des cours. On peut commencer un petit peu à orienter sa filière. Et au deuxième semestre de la deuxième année, j'ai fait un échange en Erasmus. Comme peut-être vous avez pu le voir, l'école regorge d'échanges avec plein d'universités dans toute la planète. Moi, j'ai fait le choix de partir à Madrid dans une université qui s'appelle l'université Carlos III, une très bonne université, et j'ai passé une licence en administration financière. Mais dans les personnes que j'ai pu côtoyer, j'ai des personnes qui sont parties partout, à la Barbade, il y a des personnes qui sont parties au Mexique, en Argentine, des personnes qui sont parties aux États-Unis. On avait notamment Irvine par exemple qui est en Californie, des personnes qui sont parties en Asie. Donc voilà, faut vous dire que si aujourd'hui vous voulez partir à l'étranger en ayant intégré l'école, vous pouvez partir n'importe où. C'est même pour valider le diplôme à la fin de l'année, il faut avoir à minima fait un semestre. Si je dis pas de bêtises, hein, Florie, dis-moi si je me trompe, mais il faut avoir à minima un semestre. Donc c'était le cas quand j'étais étudiant puisque ça fait 4 ans au sein à l'étranger pour pouvoir valider son diplôme. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions là? J'ai voyagé 1 an à l'étranger, ça marche.
Alors Florie, je te laisse répondre. Alors pour la question des assos, effectivement, je vais y répondre. J'ai fait BTS communication, vais-je être pénalisé dans quelques points dans les cours? Alors non, je pense pas que tu vas être alors la personne qui a posé la question sur le BTS communication, je pense pas que tu vas être pénalisé. En fait, c'est vraiment un retour à zéro sur les fondamentaux de par exemple du marketing, les fondamentaux de la comptabilité. Donc on part d'une base zéro. Et même, je me souviens comme je venais d'un DUT et qu'il y avait certaines personnes qui venaient de BTS aussi compta ou autres, on pouvait faire des équivalents. C'est-à-dire qu'en fait, si tu avais validé par exemple telle formation, bah, tu n'avais pas besoin de faire tel cours. Tu avais le droit à deux matières en équivalent. Moi, je m'en souviens, j'avais par exemple, comme c'était une formation plutôt commerciale, un DUT Tech de Co, on a beaucoup de cours en négociation, en vente, etc. Ben, les cours de vente, on était dispensés au premier semestre de la première année puisqu'on n'avait pas besoin. Donc je te répète bien que si tu as fait un BTS communication, tu ne seras pas pénalisé parce que de toute façon, tu vas repartir de zéro sur les fondamentaux des cours qu'on va pouvoir voir. Et puis, il y a aussi un truc qui est super important, c'est que vous allez rentrer dans l'école en sortant d'un bac plus 2 non prépa, et on va être en cours avec des gens qui ont fait prépa. Il faut se dire que les gens qui ont fait prépa, ils ont pas du tout fait des cours orientés, on va dire, opérationnels. Ils ont fait des cours très théoriques. Ils ont fait des cours, par exemple, moi j'avais fait un an de prépa économique. En prépa économique, tu fais pas de comptabilité, tu fais de la philosophie, tu fais de l'anglais renforcé, tu fais de l'analyse économique et historique des sciences contemporaines. Donc forcément, tu viens avec des compétences opérationnelles, donc des compétences plutôt business qui sont quasiment nulles. Par contre, tu viens avec un socle de compétences et comment dire, une capacité à pouvoir apprendre des choses plus importantes. Plus importante, quand je dis plus importante, c'est pas parce que tu viens d'un BTS communication que tu les as pas forcément. Hein. Je dis juste que par rapport à ce que tu as pu apprendre au sein de ta prépa. Alors, est-ce que les doubles diplômes... Alors, je vais y venir sur les doubles diplômes, effectivement. Peut-on entrer à l'école après une prépa littéraire? Oui, oui, Yacine, on peut entrer à l'école après une prépa littéraire. Mais je pense que tu le sais puisque tu as déjà intégré l'école. Tac, tac, tac. Alors, du coup, je vais continuer. Donc du coup, pour la partie vie associative, donc la vie associative, elle est super riche à l'école. Euh, donc on est sur un campus avec l'école d'ingé et l'école de commerce, faut savoir. Donc ça, c'est une vraie force au niveau de l'école. Donc l'école d'ingé qui est Télécom Sud Paris et notre école qui est IMT Business School. Du coup, au niveau de la vie associative et la vie de campus, c'est une vraie force au niveau de l'école. Il y a différentes associations, vous allez pouvoir les découvrir, je pense, sur le site internet et même au fur et à mesure des échanges que vous allez pouvoir avoir avec les étudiants. Donc moi, j'étais au bureau des étudiants, donc au BDE. Qui est la plus connue, mais qui est pas forcément la meilleure association. Hein. Il y a vraiment chaque personne peut trouver une association qui lui va. Le bureau des étudiants c'est le plus connu parce que c'est la plus grosse association avec au niveau du budget, au niveau de la vie associative, au niveau de l'importance aussi que ça peut avoir au niveau d'une école c'est une vraie passerelle entre la vie associative, la vie administrative, donc les personnes qui s'occupent de l'école et les étudiants. Et donc en fait, ce qui est super cool au niveau du BDE. C'est que je vais pas faire la promo du BDE ou quoi. Hein. C'est que en fait au niveau de notre école, on est quand même une des rares écoles au niveau des écoles de commerce à avoir une grosse campagne associative. C'est-à-dire en fait on commence en septembre et les élections c'est en février avec différentes étapes. Donc en fait on se lie d'amitié avec des personnes. C'est des équipes d'une trentaine de personnes, entre 30 et 35. Et derrière, en fait, après, il y a des pôles. Il y a le pôle communication, le pôle, il y a le président, les deux vice-présidents, etc. Il y a le pôle week-end intégration. Et l'idée, en fait, c'est de faire des événements petit à petit tout au long de l'année pour pouvoir être élu par les étudiants derrière. Donc moi j'ai fait cet asso-là, on a été élus, il y a d'autres, on était 3 listes BDE, il y a 2 listes qui n'ont pas été élues, mais derrière c'est pas pour autant que les personnes qui n'ont pas été élues, ils n'ont pas eu une vie associative riche. Donc il faut savoir que les personnes, donc en dehors du BDE, on a aussi le BDA, c'est le Bureau des Arts. Il y a effectivement il y a Promo d'Hôtel, c'est une très bonne asso aussi.
Donc il y a quoi? Il y a le forum, non, il y a l'association qui s'appelle Forum qui organise le forum des télécommunications, qui est un énorme forum, un gros événement entrepreneurial qui est fait par le réseau IMT et dans lequel on participe. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que moi, le forum, ça m'a permis de trouver mon premier CDI, donc c'est super important. Donc ça c'est super intéressant. Je pense aussi par exemple à Muslimint qui est parce que j'ai vu qu'il s'était connecté, qui est l'association musulmane de l'école qui va venir promouvoir tout un tas d'événements culturels autour de la religion, qui va pouvoir aussi venir faire des événements, qui va faire des récoltes de fonds pour pouvoir faire des maraudes, des choses comme ça. Donc ça c'est un exemple que j'ai en tête parce que voilà, mais la vie associative elle est super riche. Il y a une cinquantaine, une soixantaine d'associations si je dis pas de bêtises. Il y a aussi une association qui s'appelle comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Désolé, hein, ça fait 4 ans que j'ai quitté l'école, j'ai pas forcément tout en tête. Minette, pardon, voilà, c'est Minette, c'est l'association pour les geeks, pour ceux qui sont intéressés par l'informatique, pour apprendre à coder, pour développer ses compétences en informatique. Donc ça c'est super intéressant parce que du coup, comme je vous disais, on est sur une école de commerce, mais avec aussi la proximité avec l'école d'ingénieurs. Ça va nous permettre d'avoir au niveau de la vie associative, au niveau de la vie sociale et des échanges qu'on va pouvoir avoir sur le campus, d'avoir une vraie proximité avec ces personnes-là et pouvoir développer des compétences communes. Alors attendez, parce que là je me suis fait bombarder de questions et j'aimerais vous répondre. Les soirées c'est comment? Avec le confinement je vis mal le célibat. Alors là on est sur une question pas très sérieuse. Promo de telle et telle meilleure station. Paul Ritz, c'est quoi? Tac. Alors la majeure je vais vous y répondre après. Donc il faut faire un tri parce qu'il y a des questions qui sont Alors, jusqu'à combien d'assauts on peut faire? C'est une bonne question. Il n'y a pas de limite. Après, il faut quand même se dire que la vie associative, c'est important. Mais le principal, c'est que ça reste quand même les cours. Et de valider ses cours. Je dis ça parce que la vie associative, elle peut être tellement riche et tellement prenante qu'à un moment donné, ça va vous prendre pas mal de temps et va falloir aussi faire un choix parce qu'il y a pas que la vie associative, il y a aussi la vie sportive sur le campus parce qu'on a des bonnes infrastructures, je trouve, par rapport à d'autres campus. Je dis pas qu'on a des excellentes, hein, on n'est pas sur des campus américains, mais on a un terrain de tennis. Il y a une salle de muscu qui est quand même pas trop mal. On a un gymnase à l'intérieur du campus. On a un terrain de foot. Un terrain de foot qui est en dehors du campus, mais on en a quand même. Un terrain de beach volley. Voilà, il faut faire un petit peu le choix, trouver le juste milieu entre ta vie pro, enfin ta vie étudiante, ta vie associative et ta vie sportive. Et puis après il y a les soirées, voilà, il y a toutes ces choses là, donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Tac tac tac. L'école est très bien reconnue pour les employeurs. Alors, bon, du coup, c'est vrai que j'ai pas mal de questions qui sont liées plutôt à la partie professionnelle. Tac, tac, tac. Ouais, il y a pas mal de questions professionnelles, donc je vais peut-être essayer de passer rapidement à la partie associative. J'y reviendrai si vous avez des questions. Donc du coup, moi, quand j'ai fini mon master 1, j'ai fait un choix. Donc j'ai fait premier semestre à l'école, deuxième semestre à Madrid. Je suis revenu et j'ai fait une année de césure. Donc vous avez la possibilité de faire une année de césure. Pourquoi j'ai fait une année de césure? Parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie professionnelle et j'avais besoin de faire des stages pour pouvoir voir ce qui me plaisait. Donc j'ai fait 2 stages dans 2 entreprises différentes. Un premier stage chez Philips, plutôt sur de la gestion de projet en logistique. Et un deuxième stage dans une boîte qui s'appelle La Martiniquaise sur du marketing. Et ça, les 2 stages m'ont plu et ça m'a permis d'orienter un petit peu mon choix au niveau du choix de la majeure. Donc ça, c'est redondant avec la question que tu posais tout à l'heure sur le choix de la majeure. Donc moi j'ai fait une majeure qui s'appelle Management stratégique.
en alternance, qui s'appelle plus management stratégique maintenant. J'ai vu que ça a changé au niveau du programme. Elle s'appelle maintenant SEED, S-E-E-D. Donc c'est stratégie et entrepreneuriat. L'idée c'est de faire une majeure qui permettait d'avoir un socle assez important en stratégie d'entreprise, en management, et surtout de faire un stage, de faire un master en alternance pour sortir de l'école avec du coup mon année de césure qui faisait 1 an plus l'année d'alternance. Donc ça me faisait environ 2 ans et demi, parce que j'avais déjà fait des stages avant, d'expérience, et je pensais que c'était vachement valorisable au niveau du marché de l'emploi d'avoir entre 1 an et 2 ans d'expérience, en plus d'avoir son master d'école de commerce. Donc du coup, ce master il était super intéressant, parce que du coup on avait un rythme qui était en 3 semaines, 1 semaine. Donc 3 semaines d'entreprise, 1 semaine d'école. Et en fait, on avait 12 modules d'1 semaine, avec à la fin le mémoire de fin d'études. Ça a été super intéressant. J'ai adoré ce modèle, où on était en école 1 semaine de manière assez intensive, et derrière 3 semaines de manière en entreprise. Et donc derrière, ça nous permettait d'avoir cette rotation et d'avoir de manière assez progressive dans ta vie professionnelle, de pouvoir mettre le pied à l'étrier à ce que c'est que l'entreprise et la réalité de l'entreprise, et que derrière, quand tu quittes l'école et que tu rentres en CDI, de pouvoir être au fait de la rigueur, de l'organisation de la vie professionnelle en fait. Donc je pense que c'est super intéressant d'avoir fait mon master comme ça. Voilà. Alors j'ai quelques questions et je vais pouvoir essayer de vous y répondre. Est-il possible de commencer l'alternance en M2? Alors du coup oui, vous avez plusieurs masters qui sont en alternance. Alors là je les ai pas en tête, je vais sortir mon ordi parce que je les avais sur l'ordi. Tac. Oups là. Donc ouais, vous avez plusieurs masters qui sont en alternance. C'est super intéressant parce que déjà ça vous permet de mettre le pied à l'étrier, comme je vous ai dit, sur le monde professionnel. Et vous payez pas l'école en fait quand vous êtes en alternance, c'est l'entreprise qui vous paye l'école. Donc ça aussi, c'est un abattement sur l'importance, sur le poids que peut avoir les frais de scolarité dans votre vie professionnelle, et derrière sur quand vous allez commencer la vie professionnelle. Tac. Après. Alors du coup sur la partie B1, tu me poses une question sur est-ce que tu as facilement trouvé du travail. Je vais pas faire la langue de bois, hein, je vais vous dire vraiment la vérité, parce que je parle pour moi et pour les personnes qui sont autour de moi. Je pense vraiment que une des grosses forces de l'école, donc c'est une école qui est orientée plutôt sur le digital. Aujourd'hui le digital, faut pas se mentir, c'est présent dans quasiment tous les jobs, en RH, en marketing, en commercial, partout. Donc c'est une vraie stratégie qui pour moi était payante au niveau de l'école, puisque anciennement l'école c'est une école qui est orientée, donc avant c'était l'INT, donc l'Institut National des Télécommunications. Ils formaient les cadres aux télécommunications. Il y a eu un vrai tournant au niveau des années 2000, puisque les télécommunications ont aussi eu le secteur des télécommunications a connu un vrai bouleversement avec l'apparition d'internet, de la 3G, puis de la 4G, etc. Donc l'école c'est vraiment orientée sur le digital et sur les systèmes d'information. Et ces points-là qui peuvent être des points pour vous peut-être bloquants, ou vous n'avez peut-être jamais vu de système d'information ou digital ou quoi. C'est une vraie force, parce qu'aujourd'hui sur le marché du travail, faut savoir que c'est super valorisé. Les métiers d'avenir, c'est des métiers qui sont liés à la data, au digital, à tous ces sujets-là qui vont tourner autour des systèmes d'information. Et les compétences qu'on a pu développer au sein de l'école, par exemple, on a eu des cours de code. Alors l'idée c'était pas de devenir un développeur, mais du coup on avait des cours pour essayer de comprendre comment fonctionnait le code et avoir les fondamentaux de certains codes, de certains langages de développement. L'idée c'est pas comme je vous ai dit, c'est pas de devenir développeur, c'est pas de devenir ingénieur, mais c'est de se dire que demain si tu vas travailler avec un développeur, même si t'es commercial, si t'as ta boîte ou quoi, le développeur il va pas forcément te dire n'importe quoi, tu vas comprendre et tu vas peut-être essayer même de le challenger au final, parce que tu comprends un petit peu. Alors je dis le challenger, tu vas pas rentrer dans la ligne de code pour lui dire là c'est comme ça, là c'est comme ça, mais tu vas peut-être mieux comprendre les enjeux que va avoir une personne qui va être technique.
Donc du coup, ce point-là, c'est super important parce que derrière, ça nous valorise sur le marché de l'emploi. Et donc ça, c'est redondant avec ce que je te dis, ce que je disais tout à l'heure sur la capacité à pouvoir trouver rapidement un job. Moi, j'ai eu la chance, comme plusieurs personnes qui sont autour de moi, de trouver un CDI, de signer un CDI 6 mois avant d'être diplômé, grâce à l'association Forum, parce que j'ai participé au Forum des télécommunications. Et donc le Forum des télécommunications, c'est un énorme forum qui a porte de Versailles, qui est organisé avec plusieurs écoles de l'Institut Mines Télécom, et dans lequel, en tant qu'étudiant, tu y vas et tu postules à plein d'entreprises. Et donc moi, j'ai eu plein d'opportunités, et en fait, j'ai trouvé un poste en tant que consultant en management chez Wavestone. Et donc j'ai signé mon CDI chez eux 6 mois avant. Donc ouais, 6 mois avant, en consultant en management dans les secteurs de l'énergie et du transport. En plus, je l'ai signé un salaire qui était plutôt au-delà du niveau du marché. Et donc ça me permettait vraiment d'être dans les clous au niveau du timing, au niveau de la vie professionnelle. Enfin, ça a été vraiment très linéaire. Et je remercie beaucoup l'école en fait aujourd'hui, parce que sans faire de langue de bois, parce que ça m'a vraiment ça a été une vraie force pour moi aujourd'hui dans ma vie professionnelle actuelle, de pouvoir commencer à signer de pouvoir signer un CDI et de pouvoir commencer comme ça. J'ai mon petit frère qui a fait l'école aussi, qui a été diplômé il y a quelques mois, qui a signé aussi un CDI en tant que consultant chez Altran. Non, pardon, qui a fait son stage de fin d'études chez Altran, excusez-moi, et qui a commencé un CDI chez Devoteam, qui a signé aussi quelques mois avant d'être diplômé chez Devoteam, grâce à la force du réseau. Et donc voilà, le métier de consultant, hein, c'est un peu la voie royale, hein, je vous parle de ce métier-là, mais j'ai aussi plein d'exemples autour de moi de personnes qui ne sont pas consultants, qui ont aussi choisi d'être dans leur voie, dans une autre voie, de travailler en RH, de travailler en marketing, de travailler en commercial, d'ouvrir leur boîte. Donc voilà, je veux pas vous dire que le conseil c'est la voie. On dit toujours que le conseil c'est un peu la voie royale de l'école de commerce. Mais vous pouvez faire autre chose si vous avez envie de faire autre chose. Là, je vous parle de ce cas-là parce que c'est mon cas personnel. Mais il y a aussi d'autres opportunités là. Donc moi j'ai fait 2 ans après avoir été diplômé, j'ai fait 2 ans chez Wavestone, et après 2 ans je me suis orienté vers autre chose parce que j'avais bossé dans le marketing et j'aimais bien le marketing. Donc j'ai fait des stages en marketing comme je vous avais dit, et donc j'ai intégré un autre cabinet qui s'appelle SIA Partners. Et donc je suis consultant en marketing, vente, expérience client dans ce cabinet-là. Et donc je travaille en fait sur des missions d'accompagnement des clients, plutôt des clients de tous les secteurs, mais plutôt ça va être l'énergie, le transport, l'automobile, la grande consommation. Et on les accompagne sur l'amélioration de la performance marketing, l'amélioration de la stratégie commerciale et de la performance commerciale, la refonte de leur site internet, la refonte de leur parcours client, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses aussi que vous pouvez faire après un master en école de commerce, et après un master à l'école. Alors, les avantages de l'alternance. Alors, comme je vous l'ai dit, je pense que dans un premier temps, c'est le fait que ça vous mette le pied à l'étrier au niveau de l'entreprise. Je pense qu'il y a des formations qui sont excellentes. Je tire pas la balle sur ces formations-là, mais je prends l'exemple par exemple de l'université. Je prends toujours cet exemple-là parce qu'on a l'université, on a l'école de commerce, entre les deux on a l'IAE. C'est des formations qui sont très très bonnes, mais je pense que le problème aujourd'hui de l'université qu'on va avoir en France, même si ça tend à devenir de mieux en mieux, c'est que c'est peut-être pas forcément assez professionnalisant. Donc je pense que l'école de commerce, le vrai avantage de l'école de commerce et de l'alternance, c'est de pouvoir se dire que tu vas avoir des cours, et derrière tu vas avoir une formation qui va être plus professionnalisante parce que ça va te former au final aux enjeux des entreprises et aux enjeux de ce que tu vas pouvoir rencontrer demain en entreprise. Donc l'alternance, ça va te permettre de comprendre ce que c'est que le monde de l'entreprise, parce que l'école et l'entreprise, c'est pas la même chose. Il y a vraiment pas les mêmes enjeux. Il faut se dire qu'en entreprise, il y a des codes, il y a des fondamentaux à maîtriser au niveau comme je vous disais, au niveau de la rigueur, au niveau de la communication, au niveau du sérieux, etc., etc. Et ces choses-là, on les apprend avec l'expérience. Et l'école, ce que tu vas apprendre à l'école, ça va être ton fondement, ça va être ton bon fondement. Mais la réalité des choses aujourd'hui, ce qui va faire que tu vas te construire en tant que personne et en tant que salarié, ça va vraiment être ce que tu vas vivre dans l'entreprise.
Donc c'est vraiment les deux qui vont faire que tu vas être une meilleure personne au boulot. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose. Deux, comme je l'ai dit, pour des raisons financières aussi, ça peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer l'école ou qui n'ont pas forcément envie de s'endetter. Et en plus de ça, tu vas avoir un salaire. Donc c'est bien parce que ça va te permettre en tant qu'étudiant d'acquérir au fur et à mesure une indépendance financière, de commencer à peut-être mettre de l'argent de côté, prendre un appartement. Moi par exemple, j'avais pas les moyens de me prendre un appartement. J'ai pris un appartement à Paris à partir de mon master 2 parce que j'avais un salaire et ça me permettait de pouvoir prendre un loyer pardon. Donc j'ai pris un appartement. Voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier et au final ça te permet de te construire aussi en tant que personne. Après, je vais pas faire le coach en développement personnel, mais voilà en gros pour moi les choses que je trouve assez intéressantes de l'alternance. Quelles sont les relations entre les managers et les ingénieurs sur le campus? Crois-tu que les ingénieurs apportent quelque chose aux managers? Oui Yacine, je pense que alors les relations comme je vous ai dit c'est au niveau de la vie sociale, pas la vie sociale pardon, mais la vie associative où les associations elles sont mélangées entre les ingénieurs et les managers, donc on fait pas de différence, peu importe. Donc ça c'est une vraie richesse parce qu'on va être avec des gens qui vont peut-être avoir un autre cursus et donc ça c'est super intéressant. Il y a aussi un autre point qui est super intéressant qui est sur la mixité, mais pas forcément la mixité qui est liée à ingénieur-manager, mais la mixité sociale qui est un vrai point fort de l'école. Puisque l'école est une des écoles, vous regardez dans les classements, mais l'école est une des meilleures au niveau de la mixité sociale. Donc quand je parle de mixité sociale, ça va être les types de nationalités qui vont être représentées au sein de l'école, et ça va être aussi au niveau de la variation, de l'équilibre en fait des profils sociaux qui vont être à l'école. On dit souvent les écoles de commerce, c'est les écoles pour les fils à papa, les fils à maman, etc. Je pense pas déjà dans un premier temps, et à l'école c'est pas du tout le cas. On va avoir vraiment des personnes qui vont venir de tous les horizons sociaux, et je pense vraiment que c'est une vraie richesse parce que on se nourrit au final de cette mixité sociale et de cette mixité au niveau des profils ingénieurs-managers. Et on va aussi être avec les ingénieurs sur certains cours. Les cours c'était les cours de langue et les cours de sciences sociales. Donc c'est super intéressant. Et en fait, au final, aujourd'hui, moi, je reste ami avec des gens qui sont managers et des gens qui sont ingénieurs, sans pour autant faire la distinction entre le fait que la personne est l'ingénieur ou manager. Et c'est peut-être pas forcément le cas dans d'autres écoles. Il y a aussi un master qui vient d'être créé. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais qui s'appelle design, je sais plus c'est quoi exactement le nom exact, mais il s'appelle design il s'appelle inventivité digital designer, ingénieur et manager. Donc c'est encore plus intéressant parce que là du coup on avait la mixité entre les profils ingénieurs et managers, et donc là l'école est en train de se développer progressivement et d'ouvrir un master en plus avec des designers. Donc une école de design, une école d'ingénieur, une école de commerce. Tu mixes au final ces trois compétences là, et au final ça en fait des personnes qui peuvent être chefs de projet transverses sur des sujets qui vont mixer les compétences, parce que aujourd'hui dans le monde de l'entreprise en tant que consultant, moi je vais voir des personnes qui vont avoir des profils plus techniques, des profils plus justement design, UX designer, UI designer, donc ils vont réussir à pouvoir avoir des compétences sur mettre en place des choses, prototyper, avoir un esprit un petit peu justement un esprit visuel, et nous qui vont avoir plutôt un esprit un peu plus lié au management, à la gestion de projet, à la gestion budgétaire, etc. Et c'est super intéressant d'avoir ces compétences là qui se croisent. J'ai une question de la part de Mathias sur les doubles diplômes. Est-ce que Florie elle a répondu ou pas? J'ai pas vu. Si, c'est bon, elle a répondu, j'ai vu. Donc ouais, au niveau des doubles diplômes, on a des doubles diplômes avec l'université d'Evry sur la partie analyse financière. On en a une en contrôle de gestion, et après on peut aussi en choisir à la carte au niveau du M2. Et il y a des doubles diplômes à l'international. Il y en a un en Corée du Sud, il y en a un à Québec, un en Thaïlande et un autre au Brésil. Ça revient aussi avec ce que je vous disais sur l'expérience à l'international. C'est super intéressant si ça vous intéresse de faire un double diplôme à l'étranger. Est-ce qu'on peut faire une LV3? Oui.
On peut faire une LV3, vous pouvez choisir entre, je crois qu'il y a de l'arabe, il y a du japonais, il y a du chinois, il y a du russe, enfin vous pouvez choisir. J'ai pas exactement toutes les langues en tête, hein. Je suis désolé, mais vous pourrez sûrement avoir la réponse au sein des différents échanges que vous allez pouvoir avoir avec l'école. Voilà. Euh, alors, je suis encore en train d'essayer de voir les questions. À votre avis, quel programme d'apprentissage pourrait être le meilleur en anglais ou en français? Franchement, il n'y a pas de bonne réponse, je pense, Anas. Ça dépend vraiment de ton projet professionnel. Moi, j'ai choisi en français personnellement, mais dans le master que j'ai choisi, on avait aussi des cours en anglais. J'ai choisi d'orienter ma carrière professionnelle en France. Maintenant, si tu veux choisir un master en anglais, parce qu'on a des masters en anglais, ça peut être intéressant si tu as envie d'orienter ta carrière vers une carrière internationale ou même en France avec des problématiques où tu vas pouvoir travailler en anglais. Pour moi, il n'y a pas de bonne raison. Enfin, je suis pas là pour vous dire faites ce master ou faites ce truc-là. Ou faites cet assaut ou quoi. C'est vraiment à vous de regarder ce qui vous intéresse. Et en fait, là où il y a un vrai intérêt d'en faire ces études-là, c'est le fait que tout est à la carte. Ta vie associative, ta vie sportive, ta vie professionnelle, tu fais tout, tu construis tout comme tu en as envie. C'est un puzzle, tu choisis ce dont tu as envie. Et derrière, tu construis ton truc comme tu as envie de le construire. Moi, personnellement, tu vois, j'ai choisi de faire du conseil. J'aime bien le marketing. J'ai fait des stages en marketing. J'ai construit ça, cette vision-là à moyen terme. Aujourd'hui, je suis très content du travail que j'ai, des problématiques que j'adresse. Mais c'est un truc que j'ai construit progressivement. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Et c'est au cours des différents échanges, après avoir discuté avec des personnes autour de moi, après avoir été sur LinkedIn. On a aussi la force du réseau alumni. Donc on a un bon réseau alumni qui s'appelle TM Alumni. C'est tous les anciens étudiants des écoles. On fait des after-work. On a des événements professionnels, des tables rondes, on vient aussi à l'école pour intervenir et c'est important de rester dans le réseau, de pouvoir échanger parce que ça nous ouvre des portes professionnelles sur des débouchés, sur si moi par exemple dans ma boîte j'entends parler d'un stage ou je vois qu'il y a la taxe d'apprentissage à donner à l'école parce que c'est important, ben c'est important de pouvoir leur donner à l'école. Donc voilà, toutes ces choses-là c'est super important et tu le construis comme ça au fur et à mesure de tes expériences et des personnes que tu peux rencontrer autour de toi. Tout le monde ne fait pas du conseil. Oui, Iman, il y a aussi des personnes qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique et qui sont très très contentes sur des postes à forte valeur ajoutée. Donc c'est vrai, Iman, tu as raison. J'ai aussi Benjamin qui est un ami à moi qui s'appelle Benjamin qui a fait le même master que moi qui aujourd'hui est contrôleur de gestion senior à New York et qui travaille dans une grosse boîte LVMH pour pas la citer. Donc voilà, ils ont fait le même master que moi ces personnes-là. Donc Iman aujourd'hui elle a un poste un poste de management à forte valeur ajoutée dans l'industrie pharmaceutique. Moi je travaille dans le conseil, Benjamin il travaille dans le contrôle de gestion à New York. Tout ça pour vous dire qu'on a fait peut-être le même master, mais chacun construit sa carrière comme il a envie, chacun est heureux dans sa carrière et chacun va vivre sa voie comme il a envie. Il y a un autre truc que j'ai envie de vous dire aussi qui est important parce qu'on se fait vite monter la tête quand on est en prépa ou quand on est à ce niveau-là, quand on a le choix au niveau des écoles, on regarde les classements, on hésite, on regarde les salaires de sortie, on regarde plein de trucs. La réalité des choses, c'est que tout ça, c'est pas la réalité des choses en fait. La réalité des choses, c'est que aujourd'hui, on va vous stresser sur des classements. Intégrer une école qui est top 5, intégrer une école qui est 15e, qui est 14e, qui est 20e, ça va peut-être changer votre vie à court terme. Ça va changer votre vie aussi peut-être au niveau du coût de l'école. Mais aujourd'hui, moi je travaille dans un cabinet avec des gens qui ont fait HEC, avec des gens qui ont fait ESSEC, avec des gens qui ont fait Polytechnique. On est au même niveau, de responsabilité. Je dis pas ça pour me la raconter, je dis pas ça pour essayer de me mettre en valeur. Je vous dis juste que quand je suis sorti de l'école, on m'a dit t'as fait telle école qui est à tel classement, tu pourras peut-être pas intégrer telle et telle formation, telle ou telle chose. En sortie d'école, ok d'accord. Par contre, plus tu vas avancer dans ta carrière professionnelle,
moins ton école, ça va être une barrière, ça va être une qualité, comme je vous ai dit, par la force du réseau, par la force des échanges que vous allez pouvoir avoir avec les personnes que vous avez construit des échanges tout au long de l'école. Et aujourd'hui, faire HEC ou faire IMT Business School, oui, ça peut changer sur le début de votre carrière, mais à la fin, au milieu de votre carrière, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la carrière, ça ne changera pas votre vie. Donc, choisissez la bonne école au niveau du ressenti que vous allez avoir au niveau de l'école, au niveau de la vie associative, au niveau du coût, investissement, temps, proximité avec vos réseaux professionnels, personnels, familiaux, etc. Moi, personnellement, j'ai choisi cette école-là pour toutes ces raisons-là. J'aurais pu aller dans une autre école, plus loin. J'ai pas choisi cette école-là parce que pour des raisons d'ouverture sociale, pour des raisons qui ont fait que j'ai aussi misé sur le digital et aujourd'hui j'en suis complètement content. Ça m'ouvre des portes professionnelles que je n'avais pas forcément pensé. Auquel j'avais pas forcément pensé et je dois aussi beaucoup à l'école. Franchement là j'ai pas un script, je suis pas en train de lire un truc aujourd'hui quand l'école me demande de faire des lives ou me demande de faire des trucs, des événements, des choses, c'est avec grand plaisir que je le fais parce que quand je suis sorti de mon IUT, je pensais pas que franchement je priais pour intégrer l'école et je pensais pas que j'allais être là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, le message que je veux vous passer, c'est quand vous allez faire votre choix d'école, vous montez pas trop la tête avec les classements, les trucs, etc. Allez plutôt au feeling et réfléchissez pragmatique. Pragmatique, c'est dans laquelle je me suis le mieux senti et dans laquelle je me vois plus demain et dans quelle mesure cette école va s'inscrire dans mon projet professionnel. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à avoir un CDI avant l'obtention de vos diplômes? Bah Victorien, oui, du coup, ouais, j'ai eu mon CDI, j'ai signé mon CDI 6 mois avant mon diplôme. Et donc ça, c'est une vraie force aussi. Anna, que penses-tu du campus car il n'a pas l'air top? Détrompe-toi, le campus il est top de chez top. Alors peut-être de l'extérieur il a pas l'air top. Il est un peu vieillot peut-être de l'extérieur, mais je peux te dire que le campus il est vraiment bien. Tu peux me citer beaucoup d'écoles qui sur leur campus ont un terrain de beach soccer. Tu peux me citer beaucoup d'écoles qui sur leur campus ont un terrain de tennis, ont un gymnase dans lequel tu peux faire des activités sportives. Il y en a, mais il y en a pas non plus énormément, surtout en région parisienne. C'est très dur en région parisienne d'avoir une infrastructure de cette taille. Alors oui, c'est Évry. Évry, c'est peut-être pas forcément la ville qui va faire rêver tout le monde, mais la vie au sein du campus, elle est largement riche pour pouvoir compenser le fait que tu sois dans une ville qui soit peut-être pas forcément Paris intramuros. Paris, c'est pas très loin. Si tu veux aller sortir, vivre ta vie à Paris après avec tes potes ou quoi, tu peux toujours le faire. Même si il faut que tu prennes le RER ou que tu prennes ta voiture, etc. Mais ça reste la région parisienne. T'es pas à Clermont-Ferrand, t'es pas à Brest. J'ai rien contre ces villes-là, hein. Mais tu restes en région parisienne et du coup c'est quand même ça demande un coût de pouvoir avoir des infrastructures de qualité en région parisienne parce que forcément ça coûte cher. Au sein de l'école, tu as aussi un énorme forum où on fait nos soirées. Dans nos soirées, dans les grosses soirées, on avait jusqu'à 1000 personnes. Donc 1000 personnes, c'est quand même pas mal. Des soirées où les étudiants vont payer 5 euros pour des soirées open bar avec des soirées qui pouvaient durer jusqu'à 2-3 heures du matin, avec des activités associatives, de la bouffe, de l'alcool de manière limitée bien évidemment. Et plein de bonne musique. Donc voilà, moi je pense que le campus c'est une vraie force. Il est vraiment bien, il peut paraître vieillot et en plus de ça sur le campus tu peux aussi y vivre. T'as des T2, enfin t'as des studios, voilà, c'est quand même assez intéressant et c'est sur le campus que j'ai fait les meilleures rencontres et qu'on a pu vivre aussi les 400 coups et ça nous a un petit peu aussi ça nous a beaucoup rapprochés parce que au final c'est un peu une ville dans une ville. Donc non, la vie sur le campus elle est vraiment bien et c'est dommage que vous puissiez pas faire l'oral parce que quand j'étais admisseur on faisait visiter le campus et c'est vrai que les personnes ils posaient les mêmes questions que toi, ils disaient ouais le campus il a l'air un peu pourri, etc. On faisait la visite et après l'heure de visite généralement les gens étaient plutôt agréablement surpris par le campus. Voilà. 15 minutes. C'est drôle de voir qu'il y a ça.
Alors désolé, hein, je lis. Vous lâchez bien sur les commentaires. Voilà, c'est ça. C'est le master, c'était inventivité digitale, designer, ingénieur, manager. Alors ceux qui envoient des conneries là B1 par exemple, est-ce que tu peux arrêter d'envoyer des choses comme ça parce que sinon on va te signaler, on va te ban. Euh, le salaire en sortie d'école, ouais, il a 42 000 euros brut. En moyenne. La réalité des choses, c'est que c'est pas tout le monde qui va gagner 42 000. C'est tiré aussi vers le haut par le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le conseil. Et le conseil est un secteur qui est dynamique, qui recrute beaucoup. Donc voilà, 42 000 euros, ça équivaut à peu près à un salaire de 2 500 euros net par mois pour commencer. C'est très très bien. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient gagner 2 500 euros par mois et il faut se dire que dans l'évolution du salaire, il peut être assez important dans le conseil mais aussi dans les autres filières. Donc c'est plutôt quelque chose de bien. Donc il y a 75% des personnes qui signent avant d'être diplômés un CDI avec un salaire moyen de 42 000 euros. Enfin franchement c'est top quoi, c'est top. Et il faut se dire qu'aussi, vous le voyez sur le site de l'école, je vous parlais de calcul coût-avantage. L'école, c'est aussi une école qui a des frais de scolarité quasiment les moins élevés des écoles de commerce. Déjà, en 1, elle est gratuite pour les boursiers. Et il y a 50% de boursiers, donc c'est pas mal. Et de 2, les frais de scolarité ils sont à 750 euros si je dis pas de bêtises. Et il y a beaucoup d'écoles qui sont pas forcément à ce prix-là. Si vous faites un master en alternance derrière, vous payez pas votre master. Donc si on part du principe que vous rentrez en première année, vous allez payer 2 fois 700 et la dernière année vous n'allez pas payer les frais de scolarité. Donc ça va vous faire 15 000 euros. 15 000 euros pour 3 ans d'études avec un salaire à 2 500 euros par mois. Si vous faites un crédit, le crédit vous le remboursez au bout de 2 ans ou 2-3 ans. Et après vous êtes tranquille. Hein. Faut se dire qu'aux États-Unis, les gens font des prêts pour des études à 200 000 dollars par exemple, 200-300 000 dollars. Et même dans les autres écoles, hein, si vous, par exemple, vous regardez les frais de scolarité de l'EDEC, l'EDEC c'est 12-15 000 euros par an. D'autres écoles, ça va aller autour de 8, 9, 10 000 euros par an. Et c'est pas négligeable. Il y a aussi un dispositif de réduction des frais de scolarité pour les personnes qui ont un plafond de revenu qui est défini, je sais plus exactement, mais qui ont un plafond de revenu de par leurs parents. Et on peut baisser les frais de scolarité à 5 000 euros par an. Donc c'est pareil, faut se dire qu'en termes d'ouverture sociale, c'est une vraie force d'être dans une école comme ça parce qu'ils ouvrent les portes à toutes les personnes, même les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une école de commerce. Et je le dis et je le redis, les personnes qui rentrent en école et qui sont à l'école, redonnez à l'école parce que c'est une école qui a un statut semi-public, qui a pas forcément les moyens de pouvoir investir autant que les autres écoles, qui ont des budgets marketing, des budgets communication qui sont très limités. Et donc c'est important de pouvoir redonner à l'école ce que l'école nous a donné, parce qu'il faut la soutenir et parce qu'aujourd'hui, si on est là où on est, c'est en partie aussi grâce à ce qu'a nous a donné l'école. Donc le 42 000, hein, c'est bien évidemment c'est brut. Alors le diplôme Dauphine avec la finance, je sais plus s'il est encore d'actualité, je suis pas sûr. Je laisserai Florie répondre. Alors Cam Guillou, le choix de ma spécialisation était simple. Je dirais que j'ai quand même réfléchi. J'ai réfléchi déjà en amont, donc dès la première année j'y avais réfléchi et en deuxième année j'ai bien réfléchi. L'école nous a plutôt bien aiguillé, ouais, au niveau des quand tu fais tes choix, t'as toutes les comment dire, ils te disent quels sont les cours que tu vas suivre au cours de ton master. Et ensuite derrière ils vont te dire aussi c'est quoi les débouchés, les types de postes et les salaires derrière qui peuvent être liés à ta spécialisation. Alors faut se dire un truc aussi, c'est super important. Parce que on se met souvent la pression vis-à-vis de ça, mais en fait la spécialisation elle est pas si importante que ça au final. Moi j'ai des personnes qui sont autour de moi qui ont fait des masters en CMSI. Il y a des personnes autour de moi qui ont fait des masters en IAI, donc ingénierie des affaires internationales, donc c'est plutôt autour du commercial.
qui font du conseil aujourd'hui. Donc en fait, au final, la spécialisation, c'est juste comment dire, un vernis que tu vas mettre au niveau des cours que tu vas apprendre en M2, mais on a tous le même diplôme. On a tous un DESCG en management. Donc si tu fais un master qui te plaît pas forcément, au final, c'est pas forcément trop grave parce que tu peux quand même t'orienter vers ce que tu as envie. Donc voilà, c'est pas, enfin tu vas faire un master en RH, si tu as envie de travailler en marketing, tu peux travailler en marketing. Donc voilà, faut pas se mettre la pression vis-à-vis de ça. Comment s'est déroulé mon semestre à Madrid? Mon semestre à Madrid, il s'est très bien passé. Donc j'étais dans une université qui était très très bonne, qui s'appelle l'université Carlos III. Ça a duré 6 mois. J'ai fait des cours en marketing, en gestion financière, en logistique et d'autres cours. Et en fait, du coup, j'étais logé avec un autre étudiant de l'école. C'était super intéressant. C'était un Erasmus, hein. Qui dit Erasmus dit tu profites. T'as tes cours, mais tu sors aussi, tu rencontres des gens qui viennent de toute la planète, tu vis ta vie étudiante, c'est top. J'ai rencontré beaucoup de gens et moi j'ai choisi Madrid parce que je jugeais que mon niveau d'anglais était plutôt correct. Par contre, mon niveau d'espagnol ne l'était pas forcément. Et du coup, j'ai pris tous mes cours en espagnol, donc j'ai passé ma licence en espagnol. Et donc ça a été un vrai plus pour moi de pouvoir passer des cours en espagnol parce qu'aujourd'hui je pense que même si j'utilise pas trop sur le marché du travail, je suis capable de travailler en anglais, en espagnol d'un point de vue professionnel, même si j'ai peut-être besoin un petit peu de le repratiquer. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir pu vivre ça à Madrid. Euh, au niveau des conférences, alors je sais qu'il y a des conférences qui sont organisées par les étudiants. Quand j'étais au BDE par exemple, j'étais au pôle relations entreprises et en fait au pôle relations entreprises, faut dire que donc chaque année quand vous rentrez à l'école, il y a deux entreprises qui sont parraines de l'école. Et en fait, donc du coup, quand vous rentrez à l'école, vous avez trois promotions qui sont à cheval, la première, la deuxième et la troisième. Donc en gros, vous avez 6 entreprises qui sont parraines sur les trois années. Et donc en fait, ces entreprises-là, tout au long de l'année, avec le BDE notamment, ils vont organiser des événements professionnels, donc des tables rondes. Ça peut être des tables rondes sur des thématiques spécifiques. Par exemple, moi je me souviens que on était avec une entreprise qui s'appelle Nexter qui travaille dans la défense et on travaillait sur en gros quel avenir au niveau de la défense demain sur les métiers du digital. Comment nous en tant qu'étudiants dans le digital, on pouvait essayer de mettre nos compétences au service du métier de la défense. Donc eux par exemple ils travaillaient, ils faisaient des blindés, ils faisaient des systèmes embarqués, enfin des choses qui sont très très liées à l'aspect militaire et comment tu pouvais en tant que toi qu'étudiant dans le digital pouvoir trouver des débouchés là-dedans et travailler là-dessus. C'était super intéressant sur ces thématiques-là. Surtout qu'aujourd'hui c'est des thématiques qui sont assez intéressantes et qui sont assez liées aux nouvelles technologies, à l'IoT, etc., etc., à la robotisation, à la data science, etc., etc. Donc oui, il y a des événements qui sont organisés tout au long de l'année. J'ai pris l'exemple du BDE, mais il y a d'autres associations qui sont très professionnalisantes et qui vous permettent d'organiser des événements. J'ai pas parlé de Sprint, la junior entreprise, c'est très très important. Alors Sprint, c'est une des associations aussi les plus importantes du campus. C'est la junior entreprise, comme je vous l'ai dit, et donc en fait, c'est une entreprise qui propose des missions de conseil pour les étudiants. Par exemple, moi, j'ai fait une mission pour une grosse entreprise qui travaille dans la téléphonie. J'avais besoin d'argent, j'avais du temps en été, et on m'a mis en relation avec une entreprise qui s'appelle Avaya. Dont la directrice marketing était une ancienne du réseau de l'école, donc d'où l'importance du réseau, qui s'appelle Anne Lozakmer, qui est aujourd'hui la présidente du réseau alumni de l'école. Et en fait, elle m'a proposé une mission où je devais analyser et restructurer la base de données de leurs clients. C'est une mission qui m'a pris 1 mois et demi. C'était super intéressant parce que du coup tu fais une mission, t'es en direct avec la cliente. C'est un peu du freelance en fait. Et j'ai été payé 2000 euros pour 1 mois et demi de travail. Mais c'était même pas 1 mois et demi de travail à plein temps. Ça m'a permis de monter en compétence sur de l'analyse de données que je connaissais pas du tout. Et donc voilà, d'utiliser ce temps libre là pour pouvoir comprendre ce truc là.
de faire du réseau avec cette personne avec qui j'ai eu des échanges derrière dans ma carrière et aujourd'hui avec qui je suis toujours en échange pour des opportunités ou autres. Et du coup de gagner de l'argent aussi pour pouvoir me payer des choses dans ma vie étudiante. Donc c'est super intéressant aussi. Donc comme je vous disais, il y a des associations qui sont plutôt orientées sur la vie, peut-être la vie culturelle, la vie associative, la vie faire de la fête, etc. Mais il y en a aussi qui sont vachement orientées sur la vie professionnelle et qui vous permet de développer progressivement votre réseau professionnel et vos opportunités professionnelles. Je relis les questions. Qu'avez-vous préféré dans votre spécialité? Ce que j'ai préféré dans ma spécialité en stratégie, c'est le fait que je sois dans une majeure qui soit plutôt générique, qui m'ouvre des portes, qui me ferme pas forcément de portes, même si je vous l'ai dit, hein, une majeure n'est pas forcément, va pas vous orienter dans un secteur. Si vous faites une majeure par exemple en conseil SI, vous n'êtes pas obligé de faire du conseil SI, mais j'ai bien aimé parce que ça m'a donné des fondamentaux super intéressants en stratégie, en innovation, en écosystème, enfin voilà, des choses qui sont assez intéressantes aujourd'hui quand on travaille dans le conseil. Le rythme d'alternance dont je vous parlais qui est super intéressant, qui permet de se dire qu'en fait on n'avait pas des cours mais on avait des sortes de séminaires d'une semaine. Et aussi derrière les intervenants, donc en fait on avait 12 semaines. Et en fait 12 semaines on avait en moyenne 6 semaines, donc on a eu la moitié c'était des profs et l'autre moitié c'était des intervenants, donc des personnes qui travaillent dans le monde de l'entreprise. Donc en fait ça nous permettait d'avoir d'avoir mettre le pied sur la partie professionnalisante. Et en plus de ça, à la fin, tout à la fin, on a fait un challenge. C'était super intéressant. On devait créer notre propre entreprise. On était une dizaine de groupes dans notre classe, des groupes de 3. Et en fait, on était sur le même marché tous. Et on devait créer notre produit. Et en fait, c'était un jeu où en gros, on devait vendre des produits. Et en fait, il y a des entreprises qui mouraient, d'autres qui mouraient pas, d'autres qui montaient leur chiffre d'affaires, etc. Et donc, ça nous permettait de simuler tout ce qu'on avait appris, mais de manière super concrète sur la gestion financière, la gestion marketing, de créer une entreprise et de pouvoir voir comment évolue le marché pendant une semaine. Donc ça, c'était super intéressant. Alors, il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tous vous répondre. Parcours très émouvant. Merci Aboubacar. Tu es aussi une personne très émouvante et ton parcours pourra peut-être en inspirer plus d'un. Aboubacar qui travaille aujourd'hui dans le conseil et qui est une personne très intéressante. T'as quoi avec Brest? J'adore Brest. J'adore le Paris-Brest aussi. Tac. J'ai fait l'assaut qui fait des blagues aussi du coup. Mais en fait c'était il y a 4 ans donc c'est un peu plus compliqué pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Et les coûts des appartements des campus à Évry, ça s'élève à combien? Alors là, je saurais pas trop vous répondre. J'ai plus forcément en tête les coûts, mais je sais qu'en fait, il y a une association qui s'appelle la Mézel qui gère la vie associative et qui essaie un peu de réguler justement les coûts des appartements. Mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises sur le coût des appartements. Alors, il reste 2 minutes. 300-350 euros. Voilà, vous avez la réponse. Pourquoi on ne trouve pas IMT Business dans les bourses sur critères sociaux en 3e année? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je peux vous dire, normalement, vous pouvez avoir votre bourse quand vous êtes en 3e année à l'école. Quand vous êtes quand vous n'êtes pas en alternance. Il faut savoir que les autres masters, si vous les faites pas en alternance, ils durent 6 mois. Ça fait 6 mois de cours. Et après, vous faites vos stages de fin d'études pendant 6 mois. Les critères de sélection les plus déterminants vis-à-vis des dossiers passerelles qu'on a fait il y a quelques temps selon vous? D'être soi-même, d'être cohérent au niveau de ton parcours professionnel. Moi, quand je suis arrivé face au jury, je connaissais pas grand-chose du digital. Mais moi, si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est d'être super au clair sur votre parcours pro, de vous projeter sur le programme Grande École, de vous projeter sur la vie associative et de vous projeter sur derrière en quoi l'école peut vous apporter des choses pour tout ça. Et moi, c'est grâce à ça que j'avais réussi mon oral, je m'en souviens. Et donc, bien vous renseigner à fond là-dessus et vous projeter à l'école. Ça va couper dans 30 secondes, j'aurai peut-être pas forcément le temps de répondre à toutes